à tous, merci pour votre présence donc, du coup, à notre webinaire. On est en petit comité aujourd'hui parce qu'on voulait vraiment que ce soit une discussion, une table ronde, une table ronde entre experts en fait, du DevOps dans la banque. Je pense qu'il y a plein de sujets abordés. Donc en fait, on vous a donné la possibilité, vous, chères personnes connectées, en fait, de pouvoir monter sur scène. Et si vous montez sur scène, vous pouvez aussi prendre la parole, vous pouvez poser des questions directement, vous pouvez même participer à la table ronde. Si ça vous intéresse, nous, on serait hyper volontaire, entre guillemets, pour vous accueillir dans la discussion avec grand plaisir. Ou alors, vous pouvez, en shadow, vous connecter sans problème et puis intervenir dans le chat ou poser des questions dans le module questions. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on intervienne. Donc, pas de slide, on est sur un format discussion. On a préparé, donc du coup, à peu près une quinzaine de questions qui nous semblent clés lorsqu'on parle de DevOps en banque. Donc, du coup, voilà, on va faire un petit peu ce tour de table. Johan, Jérémy, je vous laisse un peu vous présenter déjà votre background, ce que vous avez fait. Alors, on est dans la même pièce, c'est pour ça qu'on se regarde un petit peu. Je vous laisse présenter un peu votre background. Vous travaillez dans la banque, depuis combien de temps, voilà. Parlez un peu de vous. Ok, très bien. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Jérémy Coury. Déjà, je suis chez Synapsys depuis 3 ans et demi maintenant. Dans mon parcours chez Synapsys, j'ai déjà fait 3 ans en fait, dans une banque. Que tu peux citer. Hein. Donc, c'était Crédit Agricole, l'entité technologie et services. Et donc, j'avais rejoint l'équipe chez eux en tant que DevOps, un support DevOps avec les développeurs. On était en production assez régulièrement. On était dans la branche innovation, donc on était très régulièrement sur des mises en production de nouvelles applications, de solutions de tests, de POC, etc. Donc, on est dans une grosse infrastructure qui soit résiliente et qui soit adaptable en fait aux besoins des développeurs. Et donc, du coup, j'ai fait 3 ans chez eux, ça s'est très bien passé. Et justement, je suis là aujourd'hui pour parler un petit peu des choses que j'ai rencontrées qui sortent un petit peu de la direction habituelle du DevOps. Donc voilà, je t'en prie, Yann. Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Johan Bekchikli. Je suis DevOps chez Synapsys depuis plusieurs mois. Et depuis quelques temps, du coup, dans le milieu bancaire. Avant ça, j'étais plutôt dans le milieu de la défense. Donc, ça se rejoint au niveau de la sécurité. Mais à côté de ça, c'est 2 milieux qui restent quand même complètement différents. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, encore une fois, on donne la possibilité à tout le monde de monter sur scène. Il doit y avoir un bouton vert quelque part qui vous permet de monter sur scène. Si vous souhaitez monter sur scène, vous pouvez prendre part à la discussion, ouvrir vos micros et votre caméra si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez aussi écouter la discussion. En tout cas, ce qui est intéressant dans les personnes qui sont connectées, c'est qu'il y a des personnes de différentes grandes banques. Du coup, et puis vous êtes tous dans le DevOps ou dans le DevSecOps. Donc, du coup, je pense que la discussion peut vous intéresser. Donc, on va démarrer. Donc, déjà, pour vous, c'est quoi la différence fondamentale entre le DevOps en banque et le DevOps dans un autre secteur d'activité? Qu'est-ce qui fait cette différence? J'en parlais justement dans ma présentation, des petites différences que j'ai pu remarquer quand du coup j'ai travaillé en mission chez un client bancaire. La principale différence, ça va être la sécurité. En tout cas, ce qu'on rencontre au quotidien, c'est des problématiques de normes, de réglementations européennes, de France, et surtout la sécurité, la disponibilité, la résilience de toute l'infra. Ça, c'était la principale différence. Et la seconde, si je pouvais en donner une, tu me dirais bien ce que tu en penses, mais je dirais que c'est le silotage de toutes les responsabilités. Les banques sont des énormes entreprises avec des équipes de 15 à 20 personnes qui sont consacrées à un besoin spécifique dans la boucle DevOps. Donc en fait, on est très souvent arrêté à juste le début du DevOps et après on bascule vers une autre équipe qui va continuer. En fait, c'est du silotage à tous les niveaux. Pour le coup, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup plus d'équipes justement qui vont permettre ce silotage au niveau de la structure que par exemple dans le milieu de la défense, on va plus être sur des petites équipes qui vont s'occuper d'un projet en particulier, de la structure. On ne sera pas dans des équipes aussi grandes. Moi, je sais qu'en arrivant dans le milieu bancaire, c'est là où j'ai été surpris de voir à quel point on était dans des grandes équipes et la structure était totalement différente du milieu de la défense. Okay, ouais. Et donc, du coup, dans la mesure où on est dans des grandes équipes, très silotées, avec beaucoup de réglementation, etc., ça amène à ma deuxième question.
Est-ce que le DevOps, c'est un peu adapté pour survivre et pour avoir une place dans la banque, dans le sens où j'imagine que c'était pas inné, quoi. Enfin, c'était pas simple de l'introduire. C'est une bonne question. Alors, je dirais que non, en réalité, parce que le DevOps, c'est avant tout, comme on le voit très bien assez souvent sur Internet ou dans des formations, c'est une culture. Et donc, cette belle phrase qui veut dire tout et rien dire, c'est avant tout justement une façon de travailler, de relier les équipes entre elles en communication par des technologies qu'on met en place, nous, en tant que DevOps, évidemment. Donc, je ne dirais pas qu'il a dû être adapté. Je dirais juste que on a rajouté des outils, des façons de faire, des façons de travail, mais non, on n'a pas fait évoluer le métier du DevOps, en tout cas, selon moi, avec la banque. On a rajouté des petites contraintes à droite à gauche qui sont toutes utiles, évidemment. Ouais. Et pour le coup, j'aimerais rajouter que le métier de DevOps en soi, c'est le fait de s'adapter. On est quand même une équipe qui est assez transverse, donc on va avoir cette tendance à s'adapter, que ce soit sur les technologies, comme tu l'as souligné, ou que ce soit tout simplement avec les différentes équipes avec lesquelles on va travailler. C'est important à préciser, du coup, Johan, qui a été chez le même client que moi, quand on était en mission, on était donc chez un client qui avait un fonctionnement totalement différent, très isolé du reste de l'entreprise. On était dans une équipe avec un service d'une centaine de personnes. Il y avait, on va dire, 50 développeurs, une dizaine de personnes autres, et il y avait le reste qui était les DevOps. Et en fait, on était l'une des seules équipes justement à faire toute la chaîne CI/CD dans l'ensemble. Et dès qu'on bossait sur des solutions qui étaient mises à disposition par le prestataire de notre client, et ben, on devait passer par du coup des normes, des demandes à droite à gauche, et là on avait beaucoup moins de mains. Donc c'est pour ça que je rebondis juste par rapport à ça, pour mettre un peu de contexte, quoi. Ok. Ouais, voilà. Donc justement, avant de parler de la collaboration entre équipes, je le précise pour ceux qui viennent d'arriver, soit vous pouvez mettre des questions dans le chat, soit vous pouvez monter sur scène si effectivement vous voulez intervenir, voilà, si c'est l'occasion. Donc vous parliez effectivement d'équipes très étendues, des devs, des ops, la sécurité, les risques, etc. Comment est-ce que cette collaboration, elle fonctionne dans la banque, justement, dans cette logique DevOps, dans cette logique de culture DevOps? Comment ça fonctionne? Je dirais qu'on a beaucoup de procédures à suivre dans l'ensemble. À chaque fois qu'on va, par exemple, aller en production, enfin même, on ne va même pas parler de production pour l'instant, dès qu'on développe une nouvelle solution, dès qu'un développeur développe un nouveau projet, peu importe, on est amené à suivre une certaine série de procédures pour que l'application arrive sur l'environnement de test avant toute production. Et donc cette procédure-là nous fait rentrer en contact avec du coup, tous ces interlocuteurs que tu as mentionnés un petit peu plus tôt, Nathalie. Donc on va dire qu'on suit uniquement les procédures et donc chaque banque a son fonctionnement différent par rapport à ça. Après, à côté de ça, au-delà des procédures, on va surtout accompagner les équipes. Et étant donné qu'on est DevOps, on est surtout un métier transverse et on va faire la passation justement que ce soit entre les développeurs et les opérationnels. C'est l'avantage de notre cœur de métier, c'est que la maîtrise qu'on a justement des deux domaines nous permet justement de faire cette passation. Okay. Ouais. On est vraiment un pont quoi, entre les équipes. C'est ça, on est vraiment un pont, que ce soit pour les développeurs qui ont des problèmes au niveau système. De l'autre côté, on va plus faire la passation avec l'équipe opérationnelle plutôt que d'avoir un seul chef de projet qui va gérer les deux équipes. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment chaque bloc va apporter sa solution, que ce soit le développeur avec la matière, que ce soit l'équipe sécurité avec ses normes de sécurité, que ce soit les ops, si on peut dire, avec leur infrastructure. Et nous, on fait la chaîne du coup de tout ça. Exactement. La chaîne DevOps, la chaîne CI/CD finalement. C'est ça, d'où l'équipe transverse. Ouais, voilà, et c'est évident justement de pouvoir composer avec autant d'équipes différentes, etc., qui ont leurs propres enjeux, leurs propres quotidiens, qui sont aussi tête dans le guidon aussi. Alors, il y a quelques temps, c'était surtout un chef de projet qui gérait les deux équipes et on voyait justement les difficultés qu'une personne avait à gérer deux équipes entières qui sont techniquement deux domaines assez proches et différents, parce que le développement est totalement différent même du milieu d'opérationnel. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, on s'est dit qu'un métier transverse qui permettrait l'intégration justement de cette chaîne serait primordial. Et on voit le résultat aujourd'hui avec des équipes DevOps. Quand on voit les passations justement de connaissances entre l'équipe de développement et l'équipe opérationnelle, on voit qu'il y a beaucoup plus de communication, il y a beaucoup moins... il y a aussi par rapport à la sécurité, parce que tu parlais des équipes de sécurité, il y a aussi un accompagnement. On n'est plus sur le fait d'imposer de la sécurité, on est sur le fait d'accompagner que ce soit les opérationnels ou les développeurs dans le milieu de la sécurité. Ouais, okay. Je suis en phase. Je suis en phase avec ce que tu dis.
Alors, on avait une question. Alors, on a préparé toutes ces questions. Et encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'on a une dernière personne qui est arrivée, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est vraiment en format discussion, table ronde. Et vous pouvez aussi monter sur scène si vous le souhaitez, même si je pense que les gens sont plutôt timides. Alors, on avait parlé un peu de la culture du fail fast. Est-ce que vous pourriez déjà l'expliquer et nous dire si cette culture du fail fast est compatible dans un environnement bancaire? Oui, sans problème. Dans le chat, du coup, n'hésitez pas même à poser aussi des questions à côté, des questions qu'on n'aurait pas prévues évidemment, et surtout à ce que je vais dire là, parce que je pense peut-être que je me trompe, mais en tout cas, selon moi, la définition du fail fast, ça va être un petit peu le fonctionnement qu'Elon Musk fait avec ses entreprises, que ce soit X pour l'ancien Twitter, que ce soit Tesla ou encore SpaceX. C'est la capacité à développer rapidement, tester, même si ça rate, on recommence, et en fait, on enchaîne cette culture-là, en fait, on teste, peu importe les coûts, peu importe comment ça va nous coûter, on essaye d'aller le plus vite possible en prenant en compte le moins de choses possible. On le remarque, par exemple, avec son entreprise SpaceX, là, Elon Musk qui a pris le lead sur absolument tout le marché américain et même, je ne dirais pas mondial, mais pas loin, car justement, il a su passer outre toutes les réglementations, tous les tests de conformité, de sécurité qui étaient imposés par toutes les réglementations européennes, etc., du monde. Et donc, du coup, ça paye dans un environnement où il y a de l'argent à foison et un risque faible. Un risque faible. Quand je parle de risque, je parle surtout, là, nous, en banque, de données. Et quand on parle de données, on parle de données clients, on parle des adresses, de données sensibles qui sont très, très sensibles. Ça peut être de l'identité, ça peut être le fameux RIB, voilà, ça peut être tout. Ça peut être les fiches de paye, ça peut être les virements. Alors là, oui, on peut aller dans le fail fast, etc., tenter d'échouer, recommencer. Par contre, dès qu'on va aller sur une application mobile banque, c'est pas possible d'imaginer un seul instant faire une mise en prod et que la mise en prod casse et empêche des virements, je sais pas, un virement instantané. Après, à côté de ça, la culture du fail fast, c'est une culture assez américaine. En Europe, on est beaucoup plus encadré et on est assez précautionneux pour le coup. Et on va plus éviter le risque, ou en tout cas le contenir, que chercher justement à échouer, prendre du risque et après reculer. On va plus contenir le risque pour éviter de faire le moins d'erreurs. Et surtout dans le milieu bancaire, comme l'a souligné Jérémy, on va être surtout sur des risques encadrés parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller sur un total risque comme les Américains font. Et avec la sécurité et les normes qu'on a, justement, on ne peut pas avoir de risque. Je comprends. Je crois que le son a un petit peu coupé. Voilà, j'espère que vous avez quand même entendu. Enfin, n'hésitez pas à réagir dans le chat sinon. Ok. Alors, sur la partie souveraineté, est-ce que le cloud public va être compatible avec justement la souveraineté des données? Est-ce qu'on peut un peu gérer les deux, quoi? En banque, banque et le cloud, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Rien qu'au vu des réglementations qui imposent, j'ai pas d'exemple, DORA, RGPD, toutes ces choses qui imposent d'avoir la connaissance que les données soient bien présentes, l'information et le fait que ce soit sûr que les données soient présentes dans un environnement qui contrôle en Europe et qui ne soit pas hébergé autre part. Quand on parle de cloud public, c'est très compliqué aujourd'hui, en tout cas avec les gros comme GCP, AWS, Azure, etc., d'avoir la garantie que le cloud provider ne va pas dupliquer par ne serait-ce que souci de sécurité en termes de backup, peu importe de résilience, ne va pas déplacer vos données dans un environnement qui sera en dehors de l'Europe. Donc aujourd'hui, en tout cas moi, de mon expérience en banque, ce que j'ai remarqué, c'est que le cloud public était utilisé qu'en cas de dernier recours sur des données qui n'étaient pas sensibles, encore une fois, et qui n'étaient pas soumises à la réglementation que j'ai précisée un petit peu plus tôt. On en parlera un petit peu plus tard d'ailleurs de ces réglementations, mais typiquement, un exemple qui se passait chez mon client, c'était la plupart de l'infra était en cloud privé, donc comme ça, pas de souci de provenance des données, on sait où elles sont sécurisées, etc. Par contre, dès qu'on avait des besoins très spécifiques, par exemple, de faire de la reconnaissance
de texte dans des images où, par exemple, le service n'avait pas les compétences et la technologie pour le faire, il utilisait par exemple Azure avec son programme de CR pour faire de la lecture dans les documents. Alors là, on passait par cette prestation du coup de cloud public, mais alors c'était très limité et voilà, très ponctuel, très cadré et surtout très sécurisé, quoi. Pour le coup, après, tout ce qui est cloud public ou cloud hybride, justement, c'est un grand débat, même dans le milieu bancaire, parce que c'est c'est l'un des risques de sécurité les plus probables aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, surtout avec les réglementations, Nathalie, tu as parlé justement de souveraineté des données. Actuellement, c'est l'une des plus grandes problématiques que nous avons parce que la plupart des fournisseurs de cloud sont américains. Et le fait que justement certaines données dépendent d'une entreprise américaine, c'est là où justement on va avoir cette problématique de la souveraineté en Europe, en tout cas la souveraineté des données en Europe. Et c'est là où justement on va commencer à... Après, l'offre de cloud souverain européen, français commence aussi un petit peu à s'étoffer, à s'enrichir et oui, il y a peut-être aussi des choses Enfin, je pense qu'on assistera à l'avenir aussi à avoir plus d'alternatives. On a du OVH qui marche très bien en France, malgré les quelques problèmes qu'il y a eu en 2017. Voilà. On a du Scaleway aussi qui marche. Voilà. Après, il faut des acteurs qui soient de confiance et qui soient pérants dans le temps. Donc, c'est pour une banque qui existe depuis plus de 50 ans, c'est compliqué de faire confiance, en tout cas de migrer tout son SI. Alors que pour la plupart, en fait, les banques avant le cloud existaient déjà et en fait avaient déjà leur infrastructure. Donc, faire une migration, c'est que ça a un coût. Parce que du coup, on doit décommissionner un paquet de ressources. C'est du coup en termes d'argent et en termes de temps, quoi. Donc, on va parler de legacy un petit peu plus tard. Donc, il y avait une question aussi. Donc, la souveraineté des données, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet plutôt technique, plutôt juridique ou plutôt politique? Alors, pour moi, ce serait plus juridique et politique. Parce qu'à côté de ça, comme je disais, tout ce qui concerne la souveraineté des données, il y a ce fameux débat, notamment au niveau des normes par rapport aux normes américaines et aux normes européennes, où il y a certaines incompatibilités, certains débats. Et c'est par rapport à ça, justement, où il y a même plusieurs avocats, donc d'où la partie juridique, qui se sont mêlés par rapport à la signification de souveraineté. Il y a eu plusieurs conférences, justement, sur ces sujets qu'on a pu voir cette année, notamment au Tech Show. Et c'est là où, justement, où il y a ce débat qui est juridique et qui finit par être politique. Parce qu'on reste sur, du coup, la sécurité des données. On en parle dans un de nos articles, en plus, de ce qui s'était passé au Tech Show et quid de la souveraineté des données, en plus. Ça fait. Pour moi, si je peux rajouter, il y a aussi cet aspect technique, quand même, qu'on peut prendre en compte quand on parle de souveraineté, puisque, justement, si on a besoin de basculer sur un cloud, on a besoin de former les personnes à l'utilisation de ce cloud. Quand on est, comme je le disais un peu plus tôt, dans un environnement bancaire qui est sur du on-premise depuis 40 ans, les gens qui travaillent dans cet environnement, malgré le turnover qu'il peut y avoir quand même, n'ont pas forcément de l'aisance sur du cloud. Donc, il faut quand même, en termes techniques, humains plutôt, même que techniques, former les gens à l'utilisation de cloud, quoi. Ah oui, totalement. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, effectivement, le point souveraineté est intéressant. Donc, sur la partie plutôt sécurité by design, on est en 2026 aujourd'hui. Si vous deviez faire un point d'étape, est-ce que la security by design, c'est quelque chose qui est en place, qui tourne, qui est évident aujourd'hui dans les acteurs bancaires, ou est-ce qu'elle a encore un peu de chemin à parcourir et il y a des choses à optimiser? Yes. Alors, je dirais qu'en fait, on n'a pas le choix aujourd'hui dans un environnement bancaire. C'est même pas la sécurité by design, c'est la sécurité by défaut, en fait. Directement, en fait, on n'a pas le choix parce que pour toutes les raisons qu'on expliquait un petit peu plus tôt, en fait, quand on fait une mise en production, on doit faire des demandes. Pour faire ces demandes, on doit valider un certain nombre de critères qui sont de la sécurité. Ça peut être de la vérification d'image, de vulnérabilité, du test de code avec plein de bibliothèques qui permettent de le faire. Ça peut être de la vérification de mise en production aussi. Donc, une fois que l'application est mise en place dans un environnement de pré-production, on la teste, on vérifie qu'elle supporte bien la charge, etc. Et en fait, tout ça, c'est de la sécurité. Et on est imposé de le faire. Il y a beaucoup de conformités à ce code, on en parlera un petit peu plus tard, mais qui sont imposées du coup par ces équipes qui vont mettre à disposition du tooling CI/CD, ce genre de choses. Et on est obligé de suivre en fait cette charte pour pouvoir aller jusqu'à la production. Donc oui, c'est même by default et donc by design. Voilà. Après, pour moi, pour le coup, c'est plus à la conception parce que
Là, pour le coup, ça reste des bonnes pratiques. On est sur un milieu on est, comme tu l'as dit, dans le milieu bancaire. On est du coup dans de la sécurité. C'est dès la conception, c'est les bonnes pratiques. C'est justement tout ce qu'on va mettre en place pour éviter de revenir sur des failles. Et puis, il y a aussi le côté de l'industrialisation qui va nous permettre également, dès le moment où on a sécurisé une application dès sa conception, à partir de là, une fois que l'application est industrialisée, on n'a plus à toucher à cette partie-là. Mais la sécurité by design, c'est nouveau ou ça a toujours existé en banque? Ça a toujours existé. C'est eux les précurseurs du DevSecOps. J'allais dire, on est un peu trop jeune pour avoir... Ah mince, on a perdu Jérémy en visuel, mais on t'entend toujours. Je reviens, j'allais dire, on est un peu trop jeune pour savoir si il y a 30 ans, c'était déjà le cas. Mais peut-être que les gens pourront nous le dire. D'expérience, oui, c'était déjà le cas. Oui. Est-ce qu'on peut concilier rapidité de déploiement et exigence maximale de sécurité? Est-ce que les deux sont compatibles? Oui, pour le coup, selon moi, les deux Alors, je crois qu'il y avait peut-être débat aussi là-dessus, mais je veux bien vous entendre en tout cas. Vas-y, Johan. En soi, pour moi, les deux sont compatibles, étant donné que, comme je le disais, si on met la sécurité dès la conception, il y a une industrialisation qui va mener du coup à une certaine rapidité, notamment dans tout ce qui est déploiement. Donc, d'une certaine manière, on a une certaine rapidité. Parce que par rapport à avant, où on faisait encore les déploiements à la mano, pour le coup, ça a forcément une rapidité. Je suis d'accord avec toi. On avait ce débat un peu plus tôt dans la semaine, on en discutait avec Johan justement, et moi j'avais un premier avis qui disait on ne peut pas aller vite et faire un travail propre. C'est pas possible. Parce que pour moi, il y avait cette fameuse courbe qui dit plus on va vite, moins on peut faire quelque chose de propre. Plus on veut faire quelque chose de propre, moins on va devoir aller vite. Mais du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord. Je pense que si on a l'industrialisation qui est déjà faite, on va aller vite. Par contre, et on va aller vite et en étant sécurisé. C'est ça. Par contre, si on doit construire quelque chose de zéro, par exemple, un nouveau projet qui arrive où il n'y a pas, on est sur une nouvelle technologie, par exemple, un environnement où on n'a pas de Kubernetes, on a besoin de mettre en place la CI/CD pour faire du Kubernetes. Donc, on va mettre en place plein de chartes Helm à gogo. Là, on ne peut pas aller vite. Après, c'est justement comme ça un certain débat entre la vision court terme et la vision long terme. Sur une vision court terme, alors oui, c'est sûr que en passant par faire des choses, si tu fais des choses bien en vision court terme, tu vas lentement. Par contre, sur vision long terme, si tu fais des choses bien et que tu industrialises tout, tu vas beaucoup plus vite. Ouais, c'est exactement ce que dit Pierre. Ouais, c'est ce que dit Pierre, la conception longue, mais une fois que tout est en place, les déploiements deviennent rapides. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas clos. On est assez d'accord. Merci. Ok. Alors, il y avait une autre question. La traçabilité obligatoire qui existe en banque, est-ce qu'elle permet d'avoir une meilleure qualité logicielle ou est-ce que justement ça implique une lourdeur excessive qui est après dure à gérer? Alors, c'est peut-être les deux aussi, mais du coup, c'est quoi votre regard Alors déjà, pour moi, la traçabilité, surtout dans le milieu bancaire, c'est un must. Tu es obligé d'avoir de la traçabilité, ça c'est sûr et certain. Okay. Après, moi, je ne le vois pas forcément comme une contrainte, je le vois plus comme un gage de qualité parce que c'est quelque chose qui va te permettre de justifier pourquoi telle action a été menée et pourquoi tu as eu ce résultat. C'est plus quelque chose qui va te permettre de justifier un résultat et en même temps, par conséquent, d'essayer de réparer quelque chose qui a été produit plutôt que quelque chose qui va aller vers une contrainte en te disant là, je suis en train de surveiller ce que tu fais et du coup, ce que tu fais, c'est pas forcément bien. Et j'ajouterais même sur ça que quand on parle de traçabilité, on ne parle pas que de surveiller ce que les gens font ou comment une application est déployée. On parle de traces, ça peut être des traces applicatives techniques, des serveurs eux-mêmes. Typiquement, une application qui fonctionne va mettre des traces, on appelle ça autrement des logs, qui expliquent qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça ou ça, et pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Donc, c'est important de le préciser parce que du coup, ça va nous faire gagner du temps plus tard. Le fait d'avoir beaucoup de traces à tous les niveaux, on va être en capacité justement de comprendre quand ça ne va pas. Et surtout, en tant que DevOps, on est très souvent amené à ne pas faire que du build, mais aussi du run. Et donc, quand on fait du run, on a besoin de ces traces-là pour justement dépanner. Donc, oui, ça rajoute de la lourdeur. Excessive, non, selon moi. Okay. Mais c'est une lourdeur importante. Une lourdeur tout de même, quoi. Voilà. Mais effectivement, c'est quand même un gage de qualité. En fait, c'est beaucoup. Deux, quoi. Exactement. C'est ça. Voilà. Ça marche.
Ensuite, on avait comment dire, le chapitre un peu réglementaire et normes qui était quand même un sujet. Est-ce que pour vous, la réglementation bancaire, c'est un frein à l'innovation ou c'est justement un cadre structurant qui permet vraiment de professionnaliser le DevOps et lui permettre, entre guillemets, d'aller plus loin? Enfin voilà, comment vous percevez le truc? C'est une question pas si simple, parce que j'aurais tendance à dire que le DevOps, comme on en parlait un peu plus tôt, n'est pas censé être affecté par une norme ou une autre. Il le rajoute juste dans ses variables lors de sa conception. Donc ça ne va pas plus le professionnaliser, selon moi. Donc je ne dirais pas que ça le professionnalise plus. Par contre, en termes d'innovation, ça peut être un frein. Ça, c'est mon avis. Je pense que Yoann a un avis différent. Ah ouais, moi, non, pour le coup, j'ai Ok. un avis différent. On Alors, va demander à Pierre de trancher après. ayant travaillé en tout cas avec les équipes d'innovation, justement, Ok. cette contrainte permanente de devoir communiquer avec les équipes à droite à gauche, demander si en termes de réglementation européenne on est OK, etc. Et ben, ça fait perdre du temps dans l'innovation. Ok. Donc c'est un peu, selon moi, un frein à l'innovation. Ouais. C'est indispensable, mais ça reste, selon moi, pour une équipe d'innovation. Vas-y, bah, Yoann. pour le coup, je suis pas totalement d'accord sur ça parce que je le considérerais pas comme un frein, en tout cas pour l'innovation, parce que justement, c'est plus, tu vas faire de l'innovation, enfin, tu vas faire de l'innovation dans un milieu réglementé. Ça veut dire que tu vas devoir t'adapter et créer quelque chose dans un cadre. Donc, en soi, tu peux toujours innover en étant dans un cadre. C'est pour ça mais que... tu vas moins vite. Mais c'est pas une question. Non, pas Ouais, forcément. mais du coup, c'est là l'importance. C'est que moi, j'associe l'innovation à la rapidité, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et Yoann est plus dans l'innovation, créer des nouvelles choses. C'est ça. Voilà. Je vais plus être, par exemple, moi, ma définition dans le frein de l'innovation, ça va plus être le fait d'avoir moins de chances de créer quelque chose. Là où justement, Jérémy va plus aller sur le fait d'être ralenti par Mais tu vois, par l'argumentation. exemple, on parle beaucoup d'IA, donc j'imagine que les banques sont à fond pour développer plein de choses. Ça manipule des données sensibles. Est-ce que du coup, comme dit Jérémy, le time to market, la mise sur le marché, n'est pas beaucoup plus longue? Parce qu'il faut tout vérifier, il faut s'assurer que c'est OK, etc. Au niveau des données utilisées. C'est beaucoup plus long, mais après, c'est comme on disait juste avant, ça va dépendre de la vision que tu vas avoir. Ça va être beaucoup plus long si tu es sur une vision court terme, mais ça va être beaucoup plus court si tu es sur une vision long terme. Certes, on manipule des données, mais les données ont besoin d'être sécurisées. Si tu balances tes données comme ça, alors oui, techniquement, ce sera beaucoup plus rapide. Mais dans ce cas-là, c'est pas pérenne, quoi. C'est pas pérenne. Et puis à côté de ça, tes données, surtout dans un milieu aussi sécurisé que la banque, c'est pas le meilleur, justement, aller vite pour tout balancer comme ça, c'est pas du tout la politique bancaire. On a remarqué aussi que les banques étaient un peu, comme tu l'as dit, obligées de s'orienter vers l'IA, comme tout le monde, en fait, dans le monde entier. La particularité avec les banques, c'est que, comme on l'expliquait plus tôt, c'est soumis à beaucoup de réglementations. Donc, quand on utilise de l'agent typiquement copilote, GPT, etc., il faut faire très attention à ce qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, une banque, en tout cas, à moins que je me trompe, et dites-moi dans le chat, mais je ne connais pas une banque qui autoriserait l'accès à GPT, à OpenAI et GPT à ses collaborateurs, parce que justement, en termes de provenance des données, on ne sait pas ce qu'ils font des données. Alors qu'un copilote, par contre, on va pouvoir faire des contrats avec Microsoft pour avoir à disposition des serveurs qui seront attribués à notre entité. Et donc là, par contre, on ira plus dans cette direction. Et pour rebondir, on parlait de priorité DevOps. L'IA DevOps, on pourrait faire un webinaire entier dessus, typiquement parce que on est confronté à des innovations dans tous les sens, que ce soit du deploy automatisé, que ce soit de la génération de documentation automatisée avec l'IA. Et donc, c'est super intéressant comme sujet. Ouais. Après, pour ce qui est de l'IA, ça va plus être, pour moi, je le vois comme ça va plus être quelque chose qui va t'aider à chercher certaines données que tu vas avoir, notamment, on l'a vu dans plusieurs projets, que ce n'est pas forcément quelque chose qui va t'aider à trouver une solution, mais plus à t'aider dans ta recherche. Mais à côté de ça, utiliser de l'IA externe, je pense que ce soit de milieu bancaire ou n'importe quelle entreprise, tu n'es pas censé mettre les données de ton entreprise dans un logiciel qui est externe. Oui, je suis d'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup. On avait une autre question autour de la notion de compliance as code ou de policy as code. Alors, si vous voulez aussi
comment dire, les définir, c'est possible. Donc, ces notions-là de compliance as code et policy as code, est-ce que ça rajoute de la complexité ou est-ce que ça va être plutôt un levier d'agilité? Alors, pour les définir, je ne sais pas si j'aurai la bonne définition encore une fois, mais selon moi, la partie compliance, on va plutôt être associé à tout ce qui va être réglementaire, alors que la policy, ou plutôt l'inverse, la compliance, ça va être associé à tout ce que l'entreprise impose et la policy sera tout ce qui sera associé à ce que la réglementation impose. Et donc, si on part de cette idée de définition, alors oui, ça va rajouter de la complexité. Mais encore une fois que c'est mis en place, c'est un peu comme la question précédente sur, je ne sais plus laquelle, la sécurité by design. C'est ça. Voilà. Une fois que c'est mis en place, on a juste à savoir utiliser cette fameuse compliance ou policy as code pour l'utiliser et que ça aille plus vite. Donc, c'est ça. Pour on moi, est agile à partir de ce moment-là. C'est ça, pour ça que pour moi, c'est plus un levier d'agilité, comme je l'ai dit. Ouais. Okay. Ça va dépendre de la maturité du projet en lui-même. S'il existe déjà depuis longtemps et qu'il est mature, on sera sur de l'agilité. Ok, ça marche. Le modèle you build it, you run it, est-ce qu'il est applicable en banque selon vous? Vas-y, je t'en prie. Alors, pour moi, non. Pour moi, non, clairement. Le you build it, you run it, pour moi, tu ne peux pas créer quelque chose et le lancer toi-même, parce que tout simplement, tu ne seras pas objectif par rapport à ce que tu as créé. Tu vas plutôt, en général, un développeur qui va créer son code et le run va te dire que ça marche et du coup, on peut le lancer comme ça. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Il y a plusieurs équipes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs équipes. Il y a plusieurs phases de test également parce qu'il faut être sûr que ce qui va être lancé a bien la bonne sécurité, a bien la bonne construction, que ce ne soit pas quelque chose qui est lancé juste comme ça ou qui est lancé rapidement. C'est quelque chose qui va être encadré, surveillé. C'est pour ça que pour moi, il y a besoin d'avoir une autre personne qui va être objective par rapport à ce qui va être lancé. Ouais. Pour rebondir sur ça, le DevOps ça a été créé pour justement mettre en place tout pour que les développeurs se débrouillent tout seuls, de base. Une fois que le DevOps a tout build, il a fait toute sa chaîne CI/CD, le développeur il est en capacité, en théorie, dans une infrastructure qui n'est pas de la banque, encore une fois, d'appuyer sur un bouton sur son GitHub ou son GitLab, peu importe, et que tout se fasse tout seul, ou même dès qu'il déploie son code, tout se fasse tout seul et ça aille en production. Ça, c'est l'idéal et c'est comme ça que le DevOps a été imaginé. Maintenant, en banque, on ne peut pas le faire. Non, pour tout ce que tu as dit. Donc, on ne peut pas le faire pour tout le silotage d'équipe et de responsabilité. Et je pense que c'est ça la problématique la plus importante, c'est la responsabilité. Un développeur ne porte pas les responsabilités de la production. C'est ça. Okay. Voilà. En tout cas, ce n'est pas censé être le cas. Si c'est le cas, ce n'est pas normal. Quand je parle normal, c'est dans le sens c'est pour ça que général, il n'y a pas de bonne façon de faire les choses, mais c'est pour ça qu'il y a justement, c'est pour ça qu'il y a justement cette séparation entre les équipes pour que chacun ait les responsabilités qui lui sont données. Une startup, par contre, n'aura pas de souci. Une startup, c'est très bien. Le budget de Runit, ils n'ont pas assez de monde pour faire. Ce que je veux dire, là, c'est pas ce qu'ils n'ont pas le choix, c'est pas. Voilà, c'est ça. Donc voilà. On a encore 2-3 questions. Ensuite, n'hésitez pas, vous, à poser vos questions et ou nous partager un peu vos points de vue. On a voulu faire un format relativement court parce qu'on sait que. Voilà. Et après, donc, ces dernières questions, on fera un petit peu un tour de table, vous, votre point de vue et qu'est-ce que vous amélioriez. Et puis, on fera un peu une petite synthèse de ce qu'on s'est dit. Comment on fait pour moderniser le legacy d'une banque? Et ce n'est pas une question facile. Mais est-ce que vous avez des pistes déjà, un petit peu de réflexion Alors, je sais que Jérémy et moi, on a tous les deux notre point de vue sur la question. Ouais, vas-y, commence. Alors pour moi, le legacy, comme c'est quelque chose ça reste quelque chose de stable, c'est pas quelque chose que tu peux changer du jour au lendemain. Et pour moi, ça va plus être quelque chose que tu vas chercher à optimiser au fur et à mesure, que ce soit par des couches que tu vas rajouter, pour pouvoir faire en sorte que le legacy soit le moins gênant possible pour garder une certaine stabilité. Et surtout dans un milieu comme la banque, tu as besoin de cette stabilité. C'est pour ça que tu ne peux pas prendre du legacy et te dire demain je vais le changer comme ça. Hop, c'est quelque chose qui est déjà ancré, qui t'apporte cette stabilité. Et par conséquent, tu es obligé de faire des couches autour pour simplifier, on va dire, l'usage du legacy déjà existant. Ouais, je suis en phase avec ce que tu dis et je rajouterais même que le legacy, on peut le voir sous plusieurs formes. La première, ce sera en termes de sécurité.
C'est le principal problème que les banques rencontrent, c'est la sécurité des infrastructures qu'elles ont qui sont dites legacy, plus maintenues, ce genre de choses. Et je le verrais sous deux angles, en fait, le fait de moderniser le legacy d'une banque. On pourrait se dire, je vais prendre une application, je vais payer une équipe pour qu'ils me reconstruisent cette application de zéro. Si l'application fonctionne et qu'on est capable de la maintenir aujourd'hui dans l'état, je ne vais pas prendre de risque à déplacer un bloc qui pourrait tout péter parce que je ne maîtrise pas le reste. Alors, je reconstruirai tout de zéro. Ça, ce sera ma première approche. C'est une approche un peu idéaliste, avec un budget illimité, sans deadline précise, où on y va. Donc, si vous avez besoin de consultants pour vos équipes, on a les personnes parfaites. Donc, ce n'est pas l'approche que je conseillerais. Par contre, c'est une approche qui serait efficace sur le long terme parce qu'on repart sur quelque chose de propre à zéro. C'est comme c'est plus simple de détruire une maison et de la reconstruire plutôt que de réparer les fondations et tout ça. Par contre, l'approche la plus réaliste et la plus professionnelle, c'est ce que tu disais, Johan, justement, c'est d'aller prendre des petits blocs dans tout le processus que l'application utilise pour fonctionner et prendre un petit bloc et le migrer vers quelque chose qui fonctionne. Et en fait, fonctionner comme ça jusqu'à la fin, avoir tout remplacé. Ça peut être beaucoup plus long que la première solution que j'ai dit, parce que du coup, il faut faire tous tes projets pour chaque petit bloc, mais c'est plus maîtrisé. Et pour un monde bancaire, c'est sûrement ce qui est le plus utilisé. C'est ça, c'est beaucoup plus maîtrisé, c'est beaucoup plus stable. Et puis à côté de ça, c'est comme on disait justement, le fait qu'on ait plusieurs équipes, par exemple, là, on va plus collaborer avec les équipes Ops notamment. C'est ça. Et de toute façon, on a déjà les cas pour tout ce qui est migration, on collabore déjà avec les équipes Ops. Mais c'est là où on voit que l'importance des différentes équipes et de travailler avec elles, c'est là où on peut optimiser. Okay. Je comprends. Merci pour la réponse. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez. Du coup, alors, il y avait une question plutôt orientée gouvernance, change. Donc, l'environnement bancaire, il est soumis à beaucoup de changements permanents. Il y a des fusions, acquisitions, il y a des nouvelles réglementations, des budgets, etc. Comment est-ce que le DevOps réagit justement à tous ces changements et comment est-ce qu'on pourrait l'adapter justement pour qu'il puisse mieux accueillir encore plus ces changements sans que ça bouleverse un petit peu les équipes, la roadmap, etc. Ok. Là, je te laisse commencer. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet. Ouais, comme on en parlait un peu plus tôt, le DevOps est censé s'adapter à tout contexte, peu importe ce qui se passe. Donc, par définition, non, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas soumis à une obligation d'évoluer. Par contre, il évolue constamment. En fait, tout au long d'un projet et dans toute la durée de vie d'une application, il y a tout le temps des mises à jour, que ce soit des mises à jour applicatives ou quoi que ce soit, et du coup des mises à jour infra avec des mises à jour derrière côté DevOps de la boucle CI/CD. Et donc, ces mises à jour peuvent être des réglementations qui évoluent, notamment en 2020, où je ne sais plus exactement quand la RGPD est sortie, il y a toutes les entreprises qui étaient paniquées parce qu'il fallait faire vite, etc. Le DevOps, ça n'a rien changé pour lui. Le DevOps était déjà là, il a juste utilisé d'autres serveurs qui étaient migrés, et en fait, c'était juste des variables dans la fameuse chaîne. Par contre, ça va changer quelque chose, c'est que ça rajoute. Quand on a des nouvelles réglementations, on a souvent des nouvelles équipes qui sont attribuées à ces réglementations-là, typiquement RGPD dans l'exemple, où il y a des équipes RGPD qui existent maintenant dans la plupart des grosses entreprises, et on rajoute ça dans le processus de communication entre les équipes que le DevOps met en place. Typiquement, il met en place les Ops, la sécu, comme on disait, et il va rajouter en plus les équipes du coup RGPD pour vérifier que tout va bien. Donc ça va le faire évoluer dans ce sens-là, mais en termes technico-fonctionnels, non, il n'évolue pas. Enfin, après, étant donné qu'on a, comme on l'avait déjà dit plus tôt, que c'est un métier qui est spécialisé dans le fait de s'adapter, le fait que ce soit également un métier transverse, c'est ça. Je pense qu'en termes d'évolution, on est déjà dedans, ça a toujours été, et puis même le milieu de l'informatique a toujours été un milieu d'adaptation. Donc, oui, c'est vrai. Et que ce soit au niveau tu disais aussi de façon budgétaire, si on a une réduction de budget sur une application, si derrière, quand on développe et on architecture une application, on prend toujours de la marge. Il suffit de réduire cette marge en fait, dès qu'on a un peu moins de budget. Donc on va payer moins d'électricité, on va payer moins de machines, moins de ressources, moins de trafic réseau. En fait, on réduit tout ça comme ça et en fait, on s'adapte. Et encore une fois, c'est des variables. Voilà. Okay. C'est ça. Pour le coup, je suis assez d'accord. Dernière question avant de passer à la fin. Est-ce que pour vous, le DevOps, il doit être centralisé ou décentralisé ? Centralisé pour garantir la maîtrise des risques ou décentralisé pour favoriser l'innovation et aller plus vite ? Et peut-être mentionner aux gens la différence entre les deux en termes d'organisation, parce que ce n'était pas évident au début quand on avait abordé la question ensemble en préparation.
Centralisé, parce que je sais qu'on avait. Ah, bah, je peux reprendre. Ouais, je te laisse Ouais, reprendre c'est parce ça. que je sais qu'on avait ce Ouais. débat-là. Alors, Ouais. du coup, nous, comment on l'a imaginé, en tout cas, quand on a préparé ce point-là, quand on parle de centralisation de la maîtrise du DevOps, on va prendre un exemple, ce qui existe dans une banque, un de nos clients, du coup, qu'on a mentionné un petit peu plus tôt dans la présentation. Ils ont un service spécial DevOps avec une cinquantaine, une centaine même de personnes associées au DevOps. Donc, c'est centralisé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont des clients qui sont dans toutes les entités de l'entreprise qui vont centraliser, veut dire manager par une seule équipe au sein de toutes les équipes de dev, YAML géré par des devs, par exemple. Ah, on n'avait pas la bonne définition? Je pense qu'il y a plusieurs Non, il y définitions a plusieurs, pour le coup, il y a plusieurs à la définitions. Et chose, puis ouais. après, Fini dans je te laisse fini finir. dans Ouais. cet axe et on ajustera. Donc, du coup, centraliser, selon moi, ça représente ça. Plutôt, ça va être la connaissance est centralisée au sein d'une équipe et les autres équipes utilisent cette connaissance-là. Alors que décentralisé, ça va plutôt être comme on a eu rencontré chez notre client, quand on était une petite équipe DevOps dans un service plus grand et qu'à côté, en fait, on était le seul service à fonctionner comme ça, décentralisé au niveau du DevOps, plutôt que les autres services qui utilisaient tous l'option centralisée que je précisais plus tôt. Et je pense qu'en fait, ça veut dire la même chose, centralisé, c'est l'équipe DevOps. VS, décentralisé, c'est qu'il y a un DevOps réparti dans toutes les équipes C'est ça, en fait. de dev. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça. enfin, C'est beaucoup Bah, ça. c'est ça. Bah, c'est exactement ce que disait Pierre, du coup. C'est Ouais, ce qu'on a ça. rencontré en mission. L'exemple que j'ai. Ah, c'est toi, Yann, cette fois, Ouais. qui a sauté. Mais on Ah, nous ouais. entend toujours, pour être sûr? Est-ce qu'on nous entend toujours? Sinon, tu coupes et je peux mettre moi. Bah, attends, je te laisse. Oui, on nous Oui, entend c'est bon, toujours. c'est bon. Ok. Ok. Bah, ce qu'on rencontrait typiquement chez notre client, c'est que pour tout ce qui était Docker, on avait nos infras dans l'équipe. Et donc, on était en fonctionnement décentralisé. On utilisait nos propres pipelines qu'on avait développés nous-mêmes CI/CD. Dès qu'on passait sur du Kubernetes, on était obligé d'utiliser la charte Helm qui était mise à disposition de l'équipe centralisée DevOps. Et du coup, on est obligé, comme vous le disiez justement juste avant, Pierre, d'utiliser ce qui avait été mis en place, normé, réglementé et cadré, quoi, tout simplement. Après, moi, je vais rebondir quand même par rapport aux équipes. C'est qu'en soi, DevOps, le fait que ce soit transverse, ça a toujours été d'une certaine manière décentralisé, mais c'est vrai qu'il y a une certaine différence, notamment avec les devs et les opérationnels. Là, on voit que sur les opérationnels, on est sur une équipe assez centralisée parce que on va s'occuper des serveurs. S'il y a un problème, c'est l'équipe opérationnelle qui a la responsabilité. Là où justement, une équipe de développement va plus être décentralisée sur le fait que chacun va être sur un projet différent, sur une application. Et le fait que on soit un métier assez transverse, on peut justement se permettre d'être décentralisé. Le fait qu'on aille à la fois aider des opérationnels, on va sur la partie, je dirais plus que c'est une sorte de partie hybride. On va sur du centralisé lorsqu'on va aider des opérationnels et on va sur une partie décentralisée quand on va aider tout ce qui est la partie dev. Moi, j'aurais pas eu cet avis-là sur ça. Mais Pierre va donner son avis. Ouais, Pierre donnera son avis aussi. Moi, j'aurais plutôt dit non, au contraire. Le fait de tout centraliser, c'est mieux dans un environnement bancaire très critique comme la banque pour éviter les risques. Par exemple, si on a développé quelque chose, on est le seul à l'avoir fait, on est sur un fonctionnement décentralisé, on s'en va et on a mal fait une documentation. Qui c'est qui le maintient ça? C'est compliqué et on le rencontre dans notre quotidien. Alors que si c'est centralisé par une équipe qui le gère entièrement, il y a une passation des compétences qui se fait en permanence tout au long de l'année et qui permet justement de fournir un service permanent, justement. Et donc, la centralisation, à mon sens, est beaucoup mieux dans un environnement bancaire. Par contre, si on est sur un environnement bancaire, dans une petite particularité comme on a eu chez notre client d'innovation, où on a besoin de bombarder, faire du fail fast sans faire du fail, donc d'aller juste dans le fast, là, le décentralisé est plus simple parce qu'on a plus de flexibilité et d'agilité dans notre déploiement. Voilà, moi je dirais juste ça. Après, aujourd'hui, il y a aussi, tu parlais justement. Attends, Pierre, la tendance est à la décentralisation. Okay. Merci. Il y a des policiers, des règles au sein de l'outil DevOps, mais on laisse les équipes qui connaissent mieux leurs besoins collaborer. Très bien, c'est intéressant. Ok. Du coup, merci Pierre. Débat clos. Voilà. Non, tu voulais rajouter un truc? Oui, ce que je veux dire, c'est justement. Après, tout ça, je veux dire que c'est. C'est totalement objectif. C'est subjectif. C'est très subjectif. En fait, c'est très subjectif et c'est pour ça que justement, il y avait par rapport au projet, le fait d'être décentralisé sur un projet ou centralisé sur un projet, ou tout simplement en termes d'équipe. Est-ce que tu es centralisé dans une équipe qui va s'occuper justement de quelque chose en particulier, qui n'est pas forcément centralisé? Est-ce que tu vas être dans une équipe décentralisée où chacun s'occupe de ce qu'il a à faire? C'est ça. C'est des fonctionnements de toute façon qui. C'est pour ça que d'ailleurs, Pierre avait posé la question par rapport à la définition de centralisé et décentralisé. Très bien.
Ok. Bon, on arrive au bout un peu de notre script, donc merci déjà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre. Donc, il y a plein de choses en tout cas qui en ressortent. Il y a la partie sécurité qui est déjà bien présente au sein de l'environnement bancaire, mais qui, je pense, doit être encore plus intégrée by design, by défaut, en tout cas de manière beaucoup plus naturelle, je pense, vu que les réglementations se font aussi plus dures et qu'il y a des... Enfin, voilà, le monde dans lequel on vit n'est pas si simple, on va dire. Il y avait une autre prio que j'avais identifiée, c'était tout ce qui était automatisation, standardisation des chaînes CI/CD pour justement accélérer le time to market, donc pouvoir concilier vitesse et sécurité. Donc du coup, la partie automatisation. Et puis l'aspect, on va dire, souveraineté des données et modernisation de legacy. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour continuer à moderniser tout en gardant un peu le contrôle sur les données, sur notre dépendance aux fournisseurs, etc. Puis il y a aussi tout le pan innovation, IA, qui entraîne toute la brique IAOps, observabilité, etc. Moi, c'est un petit peu les grandes prios, entre guillemets, que j'avais listées. Est-ce que déjà vous êtes en phase avec ça? Et vous, de votre côté, vos ressentis, quelles sont un peu les grandes prios en fait, pour les banques à venir? En fait, c'est justement, on automatise à fond, on intègre mieux la partie sécurité, on innove et on essaie d'être plus rapide. Enfin, voilà, quel est un peu votre regard sur les choses? Après, moi, de ce que j'ai vu et de ce que mes anciens collègues ou personnes que j'ai rencontrées dans le milieu bancaire m'ont dit, les banques ont toujours été dans le milieu notamment de la performance et de la sécurité. Je pense même que d'ailleurs, c'est l'un des milieux où c'est les deux États qui sont les plus avancés, étant donné que en banque, tu ne peux pas te permettre justement d'avoir de la latence, surtout avec dès le moment où il y a une gestion d'argent. Oui, c'est clair. Ouais. Donc, pour ces deux domaines-là, je pense que les banques ont toujours été au-dessus du lot. Après, la sécurité, en fait, je pense que dès le moment où on est dans une entreprise, déjà, il y a cette notion de sécurité. C'est juste que, pour le coup, les banques l'ont appliqué beaucoup plus tôt parce qu'il y a le risque par rapport aux utilisateurs et surtout par rapport à leur responsabilité et leur crédibilité. C'est d'ailleurs pour ça que je ne dis pas que les normes européennes sont un frein. Au contraire, je pense que ça permet aux utilisateurs et aux clients par conséquent d'avoir plus confiance dans les banques aujourd'hui car elles savent qu'elles sont réglementées. Ok. Et moi, en termes de priorité, j'en aurais peut-être deux à dire comme ça, là, sans avoir préparé. La première, on en parlait plus tôt, c'est l'IA. Intégrer l'IA dans la chaîne CI/CD, c'est quelque chose qui va être obligatoire dans les prochaines années. Ouais. Et donc, il faut commencer dès maintenant à s'y intéresser, monter en compétence sur les technologies qui émergent. On l'a vu au Tech Show du 2025, il y en a énormément, notamment chez Atlassian avec leur solution Brovo pour ce qui était ticketing. On en a eu plein des blogs dans tous les sens, même des solutions qui font toute la chaîne CI/CD de zéro, full IA, etc. Et c'était très intéressant. Donc, il faut s'y intéresser. Je pense même, on parle de FinOps, on va parler de KubeCost, on va parler de solutions qui vont faire l'optimisation de coûts en direct avec des process de machine learning, etc. Ça, c'est super intéressant et on est obligé de s'y intéresser. Parce que sinon, on va être dépassé par la concurrence. Et la concurrence en banque est très importante. Tout le monde essaie de tirer son épingle du lot. Et ça va avant tout par la fiabilité, la performance de l'infrastructure. Une application qui tombe, ça fait détruire la réputation d'une entreprise, que ce soit de la banque ou pas, et encore plus dans la banque avec ce contexte qui est beaucoup plus important. Donc, je dirais l'IA en première réponse. Et la deuxième, ça va rejoindre la dernière question que tu nous as posée sur la décentralisation. Je dirais qu'avant de partir de chez mon client, j'ai remarqué qu'il y avait une tendance qui allait émerger dans l'année qui suivrait. Je suis parti il n'y a pas très longtemps de chez mon client. Et cette tendance, c'était de décentraliser justement les DevOps. Et donc, je reprends avec mon micro. C'est good. Je ne sais pas où on s'en est arrêté. Sur ton deuxième point. Donc, le premier point, c'était l'IA. Donc, apporter l'IA dans la chaîne CI/CD, c'est très important. Il faut s'y intéresser de plus en plus. Et le deuxième, c'était cette tendance à vouloir décentraliser la connaissance et les responsabilités de DevOps dans les sous-équipes.
J'entends par là une équipe qui va être un petit service dans une banque, plutôt que d'être en autonomie complète pour aller déployer son application, elle aura un DevOps qui sera attribué à son équipe et qui va lui permettre de faire cette passerelle en fait, entre la direction et justement la direction informatique et justement la matière qui sort des développeurs. Donc ça, c'est important et je pense qu'il faut s'orienter vers ça. Donc en termes techniques, je dirais l'IA et en termes organisationnels, continuer à vouloir décentraliser justement, et Pierre en parlait un petit peu plus tôt, la tendance est à la décentralisation et c'est vrai du coup, sur ça je le rejoins totalement, continuer à décentraliser justement ces groupes qui ont été construits par défaut, là où avant la maturité DevOps n'était pas encore très profonde. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur quelque chose de mature où on sait comment ça fonctionne, on connaît les problèmes et les avantages du DevOps. Donc, autant prendre les avantages du DevOps qui sont la communication avant tout et go dans cette direction. Donc voilà, je dirais décentraliser les DevOps, mais les personnes DevOps et pas la technique DevOps. Okay. Voilà. C'est beau. Merci beaucoup. Yoann, tu veux rajouter un truc? Là, déjà. Viens là, mets-toi à côté de moi. Il a quand même. Voilà. Heureusement que c'est pas Covid. Ouais, ça c'est sûr. Non, pour le coup, moi j'avais dit tout ce que j'avais à dire par rapport aux banques, par rapport au fait que justement ça a toujours été, en termes de performance et en termes de sécurité, ça a toujours été, je pense, ceux qui étaient précurseurs du domaine, en tout cas qui étaient le plus à jour sur ces domaines-là. Mais je pense aussi parce que... Il n'y avait pas le choix. Parce qu'il y avait pas le choix et surtout que en fait, les réglementations ont aidé d'une certaine manière à avoir cette confiance envers les banques. Tout à fait. Ok, ça marche. Merci en tout cas à tous parce que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que la discussion vous a plu. Je vous contacterai après pour qu'on puisse programmer un échange peut-être pour comprendre un peu mieux vos enjeux et pourquoi pas vous présenter plus en détail Synapsys pour ceux qui ne nous connaissent pas parce que c'est vrai qu'on n'a pas... On n'a même pas présenté. On n'a pas présenté, on a un cabinet de conseil, une ESN spécialisée justement sur l'infra, donc notamment en DevOps et on aime faire parler nos consultants sur ces sujets-là. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir été présents. Je vous recontacterai juste après la session et puis je vous souhaite un bon appétit. Merci Yoann. Bon appétit à tout le monde. Et merci beaucoup à tous ceux qui... Merci pour les messages, Pierre. Merci Pierre pour ta présentation. Ça marche, merci. Au revoir. Au revoir.